Thomas Scotto, vous êtes notre invité permanent, donc on commence un peu à se connaître. Nous sommes ravis, Élise et moi, de participer d'abord à cet événement, on tenait à le dire. Et on s'est dit qu'avant de commencer à lire des extraits de vos œuvres, ce serait intéressant d'apprendre à vous connaître, cher Thomas. Le public vous connaît certainement, mais peut-être connaître l'homme derrière le poète. Alors justement, moi j'ai une petite question pour commencer. Alors première question, Thomas Scotto, on vous a souvent surnommé Toto dans votre enfance? C'est une très bonne question, puisqu'effectivement mon propre père, qui n'est pas là ce soir, mais ouais, m'appelait Toto la Lune. Voilà, tu l'avais. Merci pour cette réponse. Alors on va commencer par votre biographie, cher Thomas. Thomas, vous êtes né une très belle année, vous êtes né la même année que moi, vous êtes né en 1974. Alors une très grande année, non seulement parce qu'elle a connu nos naissances respectives, mais aussi parce que c'est une année très particulière pour la chanson française. Alors la chanson française en 1974, mesdames, messieurs, cher Thomas, c'était ça. Maman est près de toi, il faut lui dire maman. Alors bien sûr, on ne va pas se priver du petit jeu, j'imagine que vous avez trouvé de quelle chanson il s'agit. Le téléphone pleure. Oui. Voilà. Bien sûr, de Claude François. Voilà. Attention, 1974, c'était aussi ça. Alors, cher Thomas. Je sais pas s'il faut répondre, ça veut dire qu'on connaît. Je dirais Dave. Oui. Bravo. Bravo. Vous pouvez applaudir quand même. 1974, c'était aussi ça. Je vais vous la conter avant de vous quitter. Dalida. Cher Thomas. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je porte des lunettes, c'est Dalida. Mais Le titre? Alors, le titre, mesdames, messieurs. Gigi, bravo. Bravo. Alors, ma préférée, celle-ci. Je voudrais bien, mais je peux pas. Donc une grande année. 1974. Voilà. Et cette chanson était. Intéressante. C'est Annie Cordy. Très bien. Le titre? Bravo. Très bien, bravo. 1974, c'était aussi. Et surtout, Ma préférée à moi. Et je pense que vous la connaissez, Thomas. Je suis revenu ce soir sur la grande place où je t'avais rencontré. J'ai cherché l'endroit où l'on avait dansé. Thomas, ne niez pas, cette chanson a une importance dans votre œuvre. Tu m'avais donné de la barbare, papa. J'avais gagné des fleurs en papier. Rappelle-toi bien de ces jours, si tu m'entends, pour moi. Alors évidemment, tout le monde connaît cette chanson. Thomas. Puisque tout le monde la connaît. Thomas, je comprends pourquoi vous êtes gêné. Donc, mesdames, messieurs, j'imagine que vous l'avez reconnu, non, peut-être? Patrick Juvet. Patrick Juvet, tout à fait. Ah, Merci, madame et les fans. Donc, Patrick Juvet, quand même, cet immense parolier de la chanson française. Je vais m'appuyer un tout petit peu sur les paroles de cette chanson qui s'appelle Rappelle-toi Minette. Rappelle-toi Minette, c'était jour de fête. Alors, je vous demande de retenir cette parole jour de fête. On y reviendra très bientôt à votre propos, cher Thomas. Rappelle-toi Minette, j'ai posé ma tête. Alors, une période magnifique, cher Thomas, que ces années 70 pour la chanson. Pourtant, l'amour des mots et de la poésie vous viendrait apparemment plutôt de ça. Dis maman,
on joue, dit maman, on joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Moi je serai la maman. Donc bien sûr, Anne Sylvestre. Donc je crois qu'elle a une place très très particulière pour vous. Elle a la place immense de d'avoir éduqué mon féminisme, d'avoir fait que je suis l'enfant que je suis aujourd'hui. Oui, parce que c'était révolutionnaire, Anne Sylvestre. Elle nous disait qu'on avait le droit de mentir à ses parents, de dire non, etc. Et puis c'est de la littérature. Voilà. Les fabulettes, c'était de la littérature et ses chansons adultes aussi. Merci Thomas. Alors pourtant, Thomas, je suis un peu gêné, permettez-moi de vous le dire en toute amitié, de voir que autant d'amour pour Anne Sylvestre qu'elle mérite, bien sûr, et aussi peu pour Patrick Juvet. Alors que je vais relire une fois les paroles de Rappelle-moi Minette. Rappelle-toi Minette, c'était jour de fête. Or, cher Thomas, dans Comptine des Inséparables, un de vos ouvrages, vous écrivez: l'huile et le vinaigre, c'est un jour de fête pour la vinaigrette. Donc cette phrase, elle est plagiée de Patrick Juvet. Oui, alors, pour être tout à fait exact, la comptine ne disait pas tout à fait cela. C'est un jour de fête, on marie l'huile et le vinaigre. C'est un jour de fête pour la vinaigrette. Vous voyez, oui, c'est vrai. Bon, je vous l'accorde. On va continuer votre biographie, si vous êtes d'accord. Après avoir écourté de longues études de lettres à Tours, vous devenez papa au foyer et vous commencez à écrire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce début de carrière? Comment vous êtes devenu auteur? Plutôt super, tranquille à la maison, avec ma première fille, leur maman qui travaillait. C'était super. Aucun problème, sauf quand ma propre mère, on va parler de mon père, parlons de ma mère, ma propre mère me dit un jour: tu sais Thomas, il faudrait quand même que tu bosses. Parce que c'est Anne qui ramène à manger à la maison. Et, bon, on est en 1995, et visiblement, bon. Et là, la chose fabuleuse de s'apercevoir en tant qu'homme tout ce que les femmes ont subi depuis toujours. Et voilà, donc oui, je voulais bien travailler, mais enfin non, je ne voulais pas travailler, je voulais bien faire quelque chose, mais que ce soit à la maison en fait. Donc j'ai commencé vraiment à proposer en publication juste pour ça en fait, pour pouvoir rester à la maison avec ma fille et puis faire quelque chose que j'aime, c'était écrire de toute façon. Merci. Oui, ça peut applaudir. Est-ce vrai que vous vouliez quand même devenir pâtissier à une époque? Oui. Alors, moi j'ai une question très importante, est-ce que vous avez le secret pour que les macarons aient cette petite collerette? Car moi je fais des macarons, je n'arrive pas à avoir la collerette sur mes macarons. Et non, je n'ai pas le secret. Je n'ai pas le secret, j'en ai jamais fait. Une déception dans cette interview, mais la seule. Après, vous avez écrit pour quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas beaucoup travailler ou qui ne voulait pas travailler mais rester chez lui. Vous avez quand même écrit énormément, cher Thomas, avec énormément de boulimie. Plus de 60 livres, enfin peut-être sans doute près de 80 plutôt, voilà, 80 livres. Vous pouvez nous en donner la liste par cœur, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors, 1998, Comptine au long des rues. 1999, Comptine des Inséparables. 1999, toujours, la rentrée de la petite sorcière. Ah non, mais revenez, parce que... Ouais, non, c'est pas grave. Et 2017, Cadeau. Comme ça, on a fait... Voilà, merci beaucoup. Alors nous, au début, quand on nous a proposé de monter vos textes, on a commencé par vouloir tous les jouer. Le spectacle durait 23 heures. Voilà, Hervé nous a dit non, vous savez, je pense que 23 heures pour un jeune public, c'est peut-être un peu long. Donc on a essayé un spectacle avec juste les titres de vos œuvres, qui ne duraient que 2 heures. Mais bon, par contre la pertinence du spectacle était un peu difficile. Donc quand même, pour voyager à travers vos œuvres, on va vous proposer un petit jeu, Thomas, un petit quiz, comme on dit en anglais. Saurez-vous dire de quels ouvrages sont tirées ces citations? Première citation. Alors, c'est comment un grand recyclage? C'est comme une grosse machine, une moissonneuse-batteuse. T'as déjà vu une grosse batteuse?
t'as une machine pour les bouteilles, une autre pour le papier des publicités et une pour les mamies âgées. Oui, c'est un ouvrage sur le recyclage des mamies. Et je n'aime pas du tout le titre, mais c'est pas grave, il n'est pas de moi, il est de mon éditeur préféré. C'est ma grand-mère en container. Bravo. Non, c'est gentil, c'est gentil. Je l'ai dédicacé à ma maman, justement, quand elle est partie en retraite. Deuxième extrait. Deuxième extrait. Bon, la gare de Lyon, c'est sûr, c'est une grande gare. Ils l'ont mis à Paris à cause du Monopoly, pour équilibrer les cases. Moi, j'aurais été le maire de Lyon, j'aurais fait une crise que tu t'en serais souvenu. C'est une histoire qui s'appelle Tutto va bene. C'est de l'italien, c'est marqué en dessous. Bravo. Attention, troisième extrait. Moi, je ne pleure jamais, sauf si j'ai du sable dans l'œil, bien sûr. Au fait, je fais tout ce que tu m'as dit. Je soigne les fleurs du jardin et je fais bien attention de rire un peu tous les matins. Harry Potter. Ah non, c'est pas moi qui l'ai écrit ça. C'est Sables émouvants. Bien sûr, bravo. Illustré par Éric Battu. Extrêmement bien. Et alors, attention, un dernier extrait. Depuis le 10 février, un grand nombre d'organisations ont appelé à se joindre au mouvement Je marche pour la culture. Non, Élise, non, excuse-moi, je crois que tu as confondu avec la rétraite syndicale. Désolée, excusez-moi. On va peut-être plus passer maintenant à... merci. Merci beaucoup Thomas pour cette émission qui touche à sa fin. Alors avant de conclure, on va vous lire un extrait d'une de vos œuvres, voilà, qui s'appelle J'ai démasqué le facteur. Mais alors par contre, Élise, tu peux peut-être nous parler de la mise en scène du spectacle que nous jouons demain. Absolument. Je vais pas. Non, alors, ça va être compliqué là. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, nous jouons dans la salle du conte, qui est une petite salle assez intimiste, et que nous avions des petits problèmes. Donc, je vais quand même vous montrer aujourd'hui quelques éléments de la scénographie. Alors, premier élément, scénographie. Très important. C'est élégant cette façon de prendre dans le sac aussi. Ouais, je suis bien coiffée, c'est ça qui est bien. Alors, une casquette de facteur. Nous ne vous en dirons pas plus, mais peut-être dans quelques instants, vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Donc, une casquette de facteur, suivie de... Alors, nous avons enveloppe. Alors, des enveloppes, plus ou moins découpées, ça dépend. Voilà, excusez-moi si ça vous atterrit dessus. Ensuite, alors, très important, très important dans la scénographie, pince à linge, mais beaucoup plus petit, en vrai. Et ficelle. C'est du teasing pour demain, si vous voulez savoir pourquoi tous ces éléments. Et donc, et surtout, la chose capitale, donc voilà, pourquoi c'était impossible, c'est que beaucoup d'origami dans ce spectacle, vous voyez, origami, voilà. Et du coup, peut-être, on va lire un extrait, un des textes, mais juste avant, je dois vous avouer que j'ai un problème, en fait. C'est que, en fait, on a prévu... vu gros, voilà, on a vu très large. On a vu un peu large, on a prévu pour demain de faire 400 origami. On en est à 283. Voilà. Et comme on fait la présentation, on ne peut pas continuer. Donc peut-être que ce qu'on va vous demander, s'il y a des volontaires vous allez louer en origami, c'est peut-être pendant qu'on va vous faire l'extrait de la lecture, si certains pouvaient prendre la petite feuille, Thomas, peut-être tu peux nous en faire un aussi. Hein, voilà, on va vous distribuer ça. Faire un petit origami le temps qu'on fasse la lecture, comme ça m'avancera beaucoup et je n'aurai pas perdu de temps. Si tu peux allumer la lumière, s'il te plaît. Fernando, c'est gentil. Fernando, c'est gentil. Voilà, merci. Merci. Alors, est-ce que vous savez faire les cocottes en papier? Non. Oui, vous savez faire les cocottes en papier. Alors sinon, voilà, j'ai des modèles. Voilà, donc pour ceux qui s'ennuient pendant la lecture ou dont le son, voilà, madame, je pense que avec ce modèle et cette feuille, vous pouvez nous faire une magnifique cocotte. Et je crois qu'il y a des auteurs dans la salle. Voilà. Et on m'a dit qu'ils étaient très doués. Thomas, en tout cas, nous a dit qu'ils étaient extrêmement doués en origami. Voilà. Voilà, et je vous donne voilà le reste à vous transmettre. Donc vous avez le temps de notre petite lecture. Attention de ne pas non plus dissiper tout le monde, parce que voilà. Voilà, alors.
Voilà. Alors, on a démasqué le facteur. À 11h précises, le chihuahua de Mademoiselle Tapus commençait à tout sauter au loin. À 11h05, le caniche de Madame Otique se mettait à grogner. À 11h10, le bulldog de Monsieur Pados se jetait férocement contre la grille. Et un quart d'heure plus tard, tous les chiens de la rue hurlaient à la mort. Le facteur était enfin devant chez moi. C'était comme ça tous les matins. Sauf le dimanche, où il y avait tout à coup un grand silence dans le quartier. Souvent, j'en parlais à papa et maman. Bien sûr, il me disait de ne pas m'inquiéter, que ce n'était pas grave, que le facteur ne risquait rien, car il faisait toujours bien attention à ne pas laisser traîner ses doigts en déposant ses courriers. Mais j'étais sûre pourtant qu'il me cachait la vérité vraie. Pourquoi les petits comme les grands chiens n'aimaient-ils pas le facteur? C'était un drôle de mystère. Depuis 2 jours, je suis malade. Mon ventre fait des montagnes d'horribles gargouillis et je ne dois pas quitter ma chambre. C'est un peu dommage pour l'école, mais c'est plutôt bien pour mon enquête. J'ai donc installé une chaise à côté de la fenêtre et bien au chaud sous ma couette, j'attends tout en observant la rue qui se réveille. Il est maintenant 11h précises, mais pas un bruit dans la rue. Le chihuahua de Mademoiselle Tapus a peut-être mangé le facteur. Le caniche de Madame Otique a peut-être englouti le chihuahua qui a mangé le facteur. À moins que le bulldog de Monsieur Pados ne soit en train de digérer tous les trois. Ce serait une catastrophe. À table, ce midi, mes nouilles ont un goût bizarre. Avant de rejoindre papa et maman, je me suis promis de ne rien leur dire. Pas la peine de les effrayer avec la terrible histoire du facteur. Pourtant, c'est papa qui m'en a parlé le premier entre 2 bouchées. Alors, Baptiste, tu as résolu le mystère des chiens qui aboient? Je bredouille un oui. Mais papa, qui est très curieux, veut en savoir plus. Je commence donc à leur expliquer. Les chiens n'aiment pas le facteur parce que le facteur est un chat. Maman me regarde d'un œil amusé. Quelle drôle d'idée, Baptiste. Mais je continue très sérieux. Chaque matin, avant sa tournée, le chat se déguise en facteur pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il est malin, ce chat. Papa ne semble pas me croire. Voyons, le facteur est un facteur, c'est tout. Alors je me lève, furieux. Pas du tout. Le facteur est bien un chat, et tous les chiens aboient en le voyant passer parce que le facteur n'a pas une odeur de facteur, il a une odeur de chat, puisque c'est un chat. Mes parents sourient. Je vois bien qu'ils ne me comprennent pas. Après le déjeuner, maman préfère prendre ma température. Elle me conseille de dormir un peu pendant leur absence. Décidément, cette histoire me chamboule trop la tête. Je ne dors pas du tout. Il doit même y avoir un moyen pour démasquer ce fameux facteur. Dans le silence de l'après-midi, je réfléchis. Je cherche. J'invente et je dessine des pièges à facteurs. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles, mais un seul me semble réalisable. Si les chiens aboient devant le facteur chat, le chat facteur devrait miauler devant une souris. Alors, il serait découvert, car même un chat très malin doit être gourmand. Mais à force de réfléchir, je commence à bâiller. À bâiller plus fort, mes idées s'embrouillent, je résiste. Mes yeux se ferment et je m'endors. Soudain, je sens quelque chose d'humide et de râpeux sur ma joue. Quelque chose qui me ronronne à l'oreille. Je me réveille en sursaut. Un chaton est entré par la fenêtre entrouverte. Il se fait les griffes sur ma couette et joue avec le coin de mon oreiller en plume. Et si c'était le facteur? Peut-être que les chiens ne l'ont pas dévoré. Peut-être qu'il n'a pas distribué le courrier aujourd'hui parce qu'il est resté chat, tout simplement. Trop content de ma découverte, je descends lui chercher un peu de lait, bien décidé à le faire parler sur cette affaire.
Le chat se régale de lait crémeux, mais ne prononce aucun mot. Décidément, Il est vraiment malin, ce facteur. Voilà. Bravo. Et Bravo, voilà, on peut la l'applaudir, mission il a réussi. d'applaudir. Un avion. Alors, un avion. Très bien. Eh bien, merci à tous. Merci à tous et à ce week-end.